des concertations politiques et du dialogue national de suivi 2015. Le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 s'est réuni une fois de plus à son siège pour faire l'évaluation de la pratique des réformes induites par la Constitution du 25 octobre 2015. 2 points ont été examinés, à savoir l'évaluation de la pratique du système politique, démocratique et des institutions consacrées par la Constitution du 25 octobre 2015. La nécessité de bâtir une république fraternelle, solidaire, de dialogue et de partage pour consolider la paix et le mieux vivre ensemble, conformément à la recommandation numéro 1 relative à la réforme des institutions. S'agissant de l'évaluation de la pratique du système politique, démocratique et des institutions, consacrée par la Constitution du 25 octobre 2015, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue 2015 a focalisé sa réflexion sur le discours d'investiture à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment suite à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui avait souligné, je cite, « Dans le même esprit, au terme du premier quinquennat expérimental de la Nouvelle République, il me semble nécessaire d'engager une grande réflexion pour évaluer la pratique des réformes induites par la Constitution du 25 octobre 2015. Car une Constitution, ainsi que le disait le général de Gaulle, est un esprit, des institutions, une pratique. » Fin de citation. Fort de cette orientation présidentielle, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 a axé sa réflexion sur l'évaluation de la pratique du système politique et démocratique, l'évaluation de la pratique des institutions consacrées par la Constitution du 25 octobre 2015, abordant la question de l'évaluation de la pratique du système politique et démocratique institué par la Constitution du 25 octobre 2015, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 estime que pour une population d'environ 6 millions d'habitants vivant sur un territoire de 342 000 km², notre pays compte à ce jour près de 60 partis politiques. C'est autant dire que notre système politique et démocratique, caractérisé par un paysage politique éclaté et fragmenté, non seulement n'appelle pas l'approfondissement de la réflexion et l'action politique, mais également est source de frustration, de revendication, de contestation et porte en lui-même les germes des élections conflictuelles. De même, la pratique de l'opposition politique congolaise suscite beaucoup d'interrogations et des incompréhensions au sein de la classe politique. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où le modèle démocratique actuel continuerait à exister, d'où la nécessité d'une loi de révision constitutionnelle consacrant l'organisation et le fonctionnement de cette institution, faute de quoi l'opposition politique congolaise risquerait d'apparaître comme un gadget démocratique et de donner l'image d'une institution artificielle. Alors, quel est le système politique et démocratique souhaité? Compte tenu d'un modèle démocratique caractérisé par une multitude de partis politiques, en fait cloisonnés, pour certains, dans des groupements politiques constitués sur des bases purement subjectives, il apparaît que le moment soit venu de concevoir un système politique et démocratique qui tient compte, comme l'édicte le préambule de la Constitution, de nos réalités politiques, sociales et culturelles nationales. À cet égard, dans son message du 17 décembre 2019,
sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, avait indiqué, je cite, « la nécessité de renforcer la dimension inclusive et participative de notre démocratie ». Fin de citation. Le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015, après un large débat sur la refondation de notre système politique et démocratique, a milité pour une réorganisation drastique des partis politiques en 3 grands ensembles, c'est-à-dire en 3 blocs idéologiques. La création de ces 3 blocs ne va pas se décréter, mais se fera en fonction des idéologies retenues par la classe politique. Il ne s'agira donc pas de dissoudre les partis politiques existants ou d'interdire la création de nouvelles formations politiques. De la même manière, aucun parti politique ne pourra évoluer en dehors d'un bloc idéologique. À titre d'illustration, les 3 blocs des partis politiques pourront être le bloc des partis républicains, le bloc des partis sociaux-démocrates, le bloc des partis du centre ou union du centre. Évidemment, d'autres options sont possibles. Quoi qu'il en soit, la détermination de ces 3 blocs idéologiques devra faire l'objet d'un consensus des participants à une rencontre politique. À l'état actuel de l'organisation des formations politiques, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 note avec satisfaction l'existence des prémices de la constitution de 3 blocs des partis politiques, à savoir la majorité présidentielle, le centre et l'opposition politique congolaise. Ainsi établie, une modification du titre 3 de la Constitution sera indispensable. Celle-ci portera sur la création des 3 blocs idéologiques, la dénomination des 3 blocs idéologiques, les critères d'adhésion des partis politiques dans les 3 blocs, notamment le choix entre les 3 idéologies, la signature d'un pacte de confiance et l'engagement à respecter le règlement intérieur du bloc idéologique, les conditions de maintien des partis politiques, le financement des partis politiques. Ainsi, la classe politique congolaise doit comprendre que cette option de regroupement des partis politiques en 3 blocs idéologiques est la seule voie qui ouvre à des élections législatives et locales non conflictuelles, c'est-à-dire à une démocratie apaisée, participative et inclusive. Pour ce qui est de l'évaluation de la pratique des institutions induite par la Constitution du 25 octobre 2015, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 a d'abord fait l'état de la situation des institutions de la République. D'une manière générale, l'armature institutionnelle mise en place conformément à la Constitution du 25 octobre 2015 présente beaucoup d'insuffisances et de faiblesses. D'une part, le préambule de la Constitution a formulé une gamme de principes qui malheureusement n'ont pas été traduits en normes dans le corpus de la Constitution. À cet égard, le préambule de la Constitution souligne, je cite, « soucieux de bâtir une république fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité, d'une part, et d'assurer l'épanouissement de chacun de tous dans le cadre d'une république respectueuse des droits intangibles de la personne humaine, d'autre part. » Interpellé par l'impérieuse nécessité de concilier les valeurs universelles de la démocratie et les réalités politiques, sociales et culturelles, aucun de ces principes n'a trouvé application dans les institutions de la République, notamment celui relatif au partage. D'autre part, les institutions, notamment celles relevant de l'exécutif comme du législatif, reflètent l'image
d'une république sclérosée, qui non seulement ne se modernise pas, mais également ne s'inspire pas des évolutions institutionnelles qui se produisent dans la plupart des États africains. En fait, la Constitution du 25 octobre 2015 est la tradition même de l'impuissance de l'État de faire évoluer les institutions pour une consolidation de la nouvelle République. Quelle est donc l'évolution de la nouvelle République souhaitée? Compte tenu des faiblesses et des lacunes constatées dans le fonctionnement des institutions, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 s'est penché sur les mécanismes juridiques les plus appropriés pour faire évaluer les institutions, faire évoluer les institutions, plus spécifiquement la fonction de président de la République et le Parlement. Au niveau de l'exécutif, c'est d'abord posé la question de la présentation des candidatures à l'élection présidentielle de 2026. En effet, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015. Excusez-moi, je reprends. En effet, pour le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015, l'enjeu politique fondamental de la future élection présidentielle est celui de la maîtrise du nombre de candidatures à la fonction de président de la République pour garantir une élection raisonnable et responsable. Car à chaque élection présidentielle, on assiste à une multiplicité de candidatures. Faute pour la nation de présenter une candidature unique, tout en voulant préserver le caractère démocratique de la prochaine élection présidentielle, l'esprit qui devrait guider les agissements des formations politiques pour la présentation des candidatures est de tenir compte du regroupement des partis politiques en 3 blocs idéologiques. Dans ce contexte particulier, le bon sens et la raison commandent que la classe politique s'appuie sur la nouvelle donne démocratique afin d'instituer un système rigoureux de présentation de candidatures qui empêche que n'importe quel citoyen puisse poser sa candidature à l'élection présidentielle. C'est pourquoi, dans le système nouveau qui est préconisé, caractérisé par le regroupement des partis politiques en 3 blocs idéologiques, la présentation des candidatures à l'élection présidentielle 2026 doit nécessairement épouser cette réalité politique et démocratique. Ainsi compris, il ne devait y avoir que 3 candidatures à la future élection présidentielle à raison d'un candidat par bloc idéologique. Chaque bloc des partis politiques pourra définir les modalités de désignation de son candidat. Par exemple, soit organiser une primaire au sein du bloc en cas de pluralité de candidatures, soit désigner le candidat par consensus et par acclamation. Il paraît évident que la loi électorale doit interdire les candidatures indépendantes présentées en dehors des 3 blocs des partis politiques, qu'elles proviennent des personnalités de la société civile ou des membres de formations politiques n'appartenant pas à l'un des 3 blocs de partis politiques. Poursuivant ce débat sur le fonctionnement de l'exécutif, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 s'est une fois de plus intéressé à la question de l'aménagement de la fonction exécutive avec la création du vice-président de la République. Pour ce faire, le comité ad hoc a réaffirmé les modalités de désignation du vice-président de la République précédemment énoncées. On m'en a dit dans notre précédent message. 2 options sont possibles. Option numéro 1, choix discrétionnaire du candidat par le candidat président de la République, mais à l'intérieur
du bloc du ressort du président de la République élu. Voilà, choix du vice-président. Deuxième option, nomination du candidat choisi, dans cette perspective, nomination du candidat choisi par décret, évidemment, du président de la République. Deuxième option, constitution d'un ticket gagnant des deux candidats lors de l'élection présidentielle, à savoir président de la République, vice-président de la République, étant entendu que le vice-président appartiendrait au bloc idéologique du ressort du président de la République. S'agissant du rôle du vice-président de la République, celui-ci aura des attributions d'ordre politique et devait assurer l'intérim du président de la République pour toute cause d'empêchement définitif. Pour que ce dispositif institutionnel soit mis en place, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 pense qu'une loi de révision constitutionnelle doit être prise, créant un sous-titre 2 nouveau au titre 4 du vice-président de la République, modifiant l'article 118 alinéa 1 de la Constitution. Pour ce qui est des innovations au niveau du Parlement, à propos de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 a aussi réaffirmé les améliorations du dispositif juridique pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ce, compte tenu des enjeux politiques découlant de la réorganisation des partis politiques en 3 blocs idéologiques et de la nécessité du partage des responsabilités entre les 2 groupements des partis politiques. À cet égard, l'enjeu fondamental, c'est de garantir des élus aux 3 composantes en compétition aux élections législatives. Pour que cela soit possible, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 réaffirme l'instauration du scrutin à la représentation proportionnelle aux élections législatives. À cet égard, l'institution de députés suppléants disparaît. Ce sont les candidats qui viennent sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu qui remplace les députés dont le siège devient vacant. Dans cette optique, l'élection législative sera à un tour. La détermination de nouvelles circonscriptions électorales dans la Constitution et la loi électorale pour l'élection des députés, à savoir le département et la commune. Par contre, le partage des sièges entre les 3 blocs dans chaque circonscription électorale sera fonction de la légitimité conférée par le peuple à chaque, évidemment, liste, ce en application de l'article 68 de la loi électorale. Cette innovation va évidemment nécessiter l'adoption d'une loi de révision constitutionnelle, modifiant l'article 128 de la Constitution. Compte tenu du regroupement des partis politiques en 3 blocs idéologiques, chaque bloc de partis politiques devra consulter sa liste par circonscription électorale. Évidemment, il appartiendra à chaque bloc idéologique de définir les modalités de constitution de sa liste de candidats dans le souci de garantir des élus à tous les partis politiques composant le bloc idéologique. En ce qui concerne l'élection des députés, l'élection des conseillers locaux, je reprends, en ce qui concerne l'élection des conseillers locaux. Après débat, le comité ad hoc s'est également appesanti sur les modalités d'élection des conseillers locaux. À ce sujet, pour plus de démocratie, le comité ad hoc propose ce qui suit. Les circonscriptions électorales aux élections locales seront désormais le département et la commune, au lieu des districts et de l'arrondissement. Ainsi, sont conseillers départementaux et municipaux, les conseillers élus au niveau des départements et de la commune.
la modification de l'article 67 nouveau, évidemment, de la loi électorale. Ainsi, le vote des conseillers locaux se fait sur une liste de candidats présentés au niveau du département. Pour les conseillers départementaux, de communes, avec arrondissement, pour les conseillers municipaux, départements et communes, pour le conseil département et municipal de Brazzaville et de Pointe-Noire. Communes pour les conseillers municipaux des communes sans arrondissement. S'agissant des modalités de répartition de sièges entre les trois blocs idéologiques, là aussi, il sera fait application de l'article 68 de la loi électorale. Pour les sénateurs seront élus par les conseillers de chaque département et de communes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Troisième réforme, le partage des responsabilités pour une république solidaire et fraternelle. Ainsi, ce pour consolider la paix et le mieux vivre ensemble. Il convient de rappeler que le préambule de la Constitution du 25 octobre a énoncé des principes, notamment, on a énoncé ici, d'égalité, de fraternité, de partage, de solidarité. Et ensuite, dans le souci de garantir le partage des responsabilités à toutes les forces vives de la nation, notamment les forces politiques et la société civile, qui participent à l'animation de notre vie démocratique. Le partage des responsabilités, tant dans les institutions à vocation nationale que locale, sera fonction du poids électoral de chaque bloc des partis politiques, et ce, à l'issue des élections législatives. Le partage des responsabilités. À titre d'illustration, au niveau du gouvernement, 55% pour le bloc des partis politiques, arrivé en tête à l'issue des élections législatives. 25% pour le bloc des partis politiques, arrivé en seconde position, et qui sera qualifié comme première minorité. Et 15% pour le bloc des partis politiques arrivé en troisième position, c'est la seconde minorité. Bien sûr, la société civile prendra part, évidemment, au fonctionnement de l'exécutif. Donc, 5% pour la société civile. Ainsi constitué, le gouvernement de la République devrait incarner l'esprit des résultats des élections législatives. Pour ce qui est de la configuration des bureaux des deux assemblées, là aussi, la répartition des postes sera proportionnelle au nombre de sièges de députés ou de sénateurs obtenus par chaque liste des trois blocs des partis politiques. C'est ainsi que, dans le système de la démocratie inclusive et participative qui est souhaité, on ne considère plus l'existence d'une majorité et d'une opposition, mais au contraire, l'existence d'une majorité et de deux minorités, dans la mesure où les trois composantes politiques prendront part au fonctionnement ou à l'animation de la fonction, évidemment, du gouvernement exécutif. À cet égard, le bloc des partis ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale devient la majorité. Le bloc des partis politiques, arrivé en troisième position, sera la deuxième minorité. Je reprends. Le bloc des partis politiques ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale devient la majorité. Le bloc des partis arrivés en seconde position est la première minorité. Et le bloc des partis arrivés en troisième position sera la troisième minorité. Ainsi établi, le candidat élu est placé en tête de la liste du bloc des partis qui aura le plus grand nombre de députés
devient le chef de la majorité. Le candidat élu est placé en tête de la liste globale des députés du bloc des partis arrivés en seconde position sera le chef de file des minorités. Ainsi fait, le statut de l'opposition politique devra être supprimé, ce qui nécessitera la modification de la Constitution à son titre 3, avec la prise d'une loi de révision constitutionnelle fixant l'organisation et le fonctionnement des blocs des minorités. Tout ce qui est dit ici ne pourra aboutir que dans le cadre d'une refondation politique, démocratique et institutionnelle. Et le moyen, c'est de quoi? C'est la tenue d'une rencontre politique à la prochaine élection présidentielle. L'aménagement de la fonction de président de la République avec l'opportunité de la création du vice-président de la République. Au niveau du Parlement, notamment l'Assemblée nationale, l'instauration du scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour l'élection des députés, l'abolition du député suppléant, la détermination de nouvelles circonscriptions électorales pour l'élection des députés, à savoir le département et la commune. Commune avec ou sans arrondissement. Le partage de sièges de députés au niveau de chaque circonscription électorale. Pour le Sénat, l'élection des sénateurs par les conseillers départementaux et les conseillers municipaux élus dans les circonscriptions électorales, à savoir le département et la commune avec ou sans arrondissement. S'agissant des conseillers locaux, l'instauration du département comme circonscription électorale pour l'élection des conseillers départementaux, l'instauration de la commune avec ou sans arrondissement comme circonscription électorale pour l'élection des conseillers municipaux. Troisièmement, l'actualisation de la loi sur les partis politiques avec la mise en place de nouvelles règles régissant la création, l'existence de 3 blocs idéologiques et le financement de la vie politique. Le regroupement des partis politiques en 3 blocs idéologiques, d'où un chapitre nouveau et relatif. La prise d'un texte législatif spécifique qui encadre le financement de la vie politique. La question du plafonnement des dépenses des campagnes pour toutes les élections politiques. La consécration de la Cour des comptes et de discipline budgétaire comme acteur de contrôle financier des comptes des campagnes électorales. Le problème de la méthodologie de détermination du corps électoral. La question de la biométrie, le choix de la méthodologie de détermination du corps électoral en vue des futures échéances électorales. 6. Le toilettage de la loi électorale, qui va porter notamment sur l'instauration du mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle, l'instauration du département et de la commune avec ou sans arrondissement comme circonscription électorale pour l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, et la détermination des règles fixant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la majorité et des minorités. Enfin, les mesures d'apaisement de la situation politique. Par voie de conséquence, les participants à la rencontre politique pourront recommander, notamment, la révision de la Constitution du 25 octobre 2015, la mise en œuvre de nouvelles dispositions, notamment au niveau dès l'adoption du projet de loi de révision constitutionnelle par le Parlement réuni en Congrès. Ça signifie que dès que la commission de révision aura fait son travail, évidemment, le président, s'il le souhaite,
pourra convoquer le Parlement en congrès, réunion en congrès. Le réaménagement, excusez-moi. En fait, cette nouvelle réflexion sur l'évaluation de la pratique des réformes induites par la Constitution du 25 octobre 2015 indique les voies de la modernisation de la vie politique, démocratique et institutionnelle du Congo. Il s'agit d'une vision nouvelle qui pose les bases de la réorganisation profonde du paysage politique et du pouvoir public dans notre pays, point de départ de la restructuration d'une vie en société apaisée où le dialogue et le partage apparaissent comme les valeurs qui garantissent la paix et le mieux vivre ensemble. À un moment où s'annonce l'élection présidentielle à venir, en effet, le peuple congolais a plus que jamais besoin d'une démocratie inclusive et participative pour consolider l'unité nationale. C'est pourquoi les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité doivent être des valeurs agissantes dans la conscience et l'esprit de tous les citoyens pour une constitution véritable de l'état de droit. De même, l'attachement aux valeurs traditionnelles, telles que la sacralisation de la personne du chef et la soumission à l'autorité des notabilités traditionnelles, devrait guider la pensée des individus qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour attiser la haine et le dénigrement des autorités publiques. Il est vrai que, selon l'article 25 de la Constitution, je cite, « Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. » Félicitations. Cependant, il ne faut pas qu'il fasse de cette liberté une arme de propagande ou d'incitation à la haine, à l'insurrection, à la violence ou à la guerre civile. Par ailleurs, le climat politique qui prévaut à l'heure actuelle a retenu l'attention du comité ad hoc. En effet, des Congolais qui se croient investis d'une mission divine, donc convaincus d'offrir au peuple congolais un Congo idéal, où tous les citoyens vivraient dans un bonheur parfait, ont commencé à diffuser leur déclaration d'intention pour faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle. Il est vrai que l'élection présidentielle qui s'annonce à l'horizon électrise et met en transe ces deux individus, sans même connaître la nature consubstantielle, c'est-à-dire divine, du pouvoir politique au Congo. Ces individus n'offrent comme alternative que leur soif de pouvoir. Nous le disons toujours, ne laissez pas vos ambitions guider vos pensées. C'est pour cela que le comité ad hoc invite les Congolais, au bon sens et à la raison, à méditer cette parole de la Bible. Ésaïe 55, versets 8 et 9, je cite. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le peuple congolais a toujours milité pour une démocratie pure, une démocratie de l'ordre, car trop de démocratie entraîne le désordre et l'anarchie. En définitive, mesdames et messieurs les journalistes, tels sont les éléments d'évaluation de la pratique des réformes induites par la Constitution du 25 octobre 2015
que le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 tenait à présenter. Le regroupement des partis politiques en 3 blocs idéologiques et la nouvelle organisation des pouvoirs publics sont les clés de la restauration de notre système politique et démocratique, ainsi que du partage des responsabilités entre formations politiques organisées et la société civile. Le moment est donc venu que la classe politique et la société civile se retrouvent pour la rencontre politique et le consensus sur certaines questions politiques d'intérêt national pour des élections futures apaisées et crédibles.